Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist La Bourse aux livres. Alors dans celle-ci, je vais vous présenter un livre écrit par Christopher Mayer intitulé 100 Baggers, Stocks that Return 100 to 1 and How to Find Them. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter ce livre et vous montrer comment dénicher éventuellement des multibaggers et en particulier des 100 baggers. Alors, je vous ai mis une photo ici de Chris Mayer, qui est l'auteur de ce livre très intéressant sur les 100 baggers. Alors, on va commencer par définir ce qu'est un multibagger. Un multibagger, c'est quoi? C'est tout simplement une action qui offre un rendement total supérieur ou égal à 2 fois la mise de départ. Ça veut dire par exemple que j'investis 1000 $ et que ces 1000 $ deviennent 2000 $ ou plus à la fin de mon investissement. Alors, par rendement total, j'entends rendement obtenu grâce au gain en capital, c'est-à-dire à l'appréciation du prix de l'action. Ça veut dire également dividendes reçus pendant toute la durée de l'investissement. Alors, au-delà des multibaggers qui vont rapporter 2 fois, 3 fois, 5 fois, 8 fois la mise, on va trouver des 10 baggers, des 10 baggers. Et donc les 10 baggers, ce sont des actions qui offrent un rendement total égal à 10 fois la mise initiale. Donc c'est lorsque par exemple j'investis 1000 $ et que ces 1000 $ deviennent 10 000 $. Alors on va également trouver, et c'est l'objet de ce livre, des 100 baggers. D'accord? Alors on va trouver entre les deux des 20 baggers, des 30 baggers, des 50 baggers, et on va parfois trouver des 100 baggers. D'accord? 100 baggers. Et donc ce sont des actions qui offrent un rendement total égal à 100 fois la mise de départ. C'est-à-dire que 1000 $ investis au départ deviennent 100 000 $. Alors, je vous ai mis ici la liste des entreprises américaines ayant le mieux performé au cours des 50 dernières années. Alors, il faut se rappeler que le livre a été publié en 2015, donc ces chiffres en fait remontent à 2015. Et on peut voir que dans ces entreprises, on va retrouver certaines très belles entreprises très connues. On va retrouver notamment Berkshire Hathaway, qui est finalement le multibagger le plus important de toute l'histoire des États-Unis, puisque l'entreprise en fait a rapporté à ses investisseurs 18 000 fois la mise, un peu plus de 18 000 fois la mise initiale. On va retrouver également des entreprises comme Altria Group, donc le cigarettier américain, qui a rapporté à ses investisseurs plus de 15 000 fois la mise initiale. On va retrouver également des entreprises comme Walmart qui a rapporté à ses investisseurs plus de 12 000 fois la mise initiale. Et puis on va retrouver des entreprises comme Southwest Airlines qui a rapporté à ses investisseurs un peu plus de 5 000 fois la mise initiale. D'accord? Donc on va retrouver dans ces entreprises des secteurs non cycliques, mais on va aussi retrouver des entreprises de secteurs cycliques, comme le secteur aérien. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en fait, même une entreprise cyclique, si celle-ci est en forte croissance, peut connaître des booms exceptionnels au cours d'une dizaine d'années. Alors d'ailleurs, on a ici à droite une colonne qui nous montre en combien d'années ces actions ont été multipliées par 100. D'accord? Donc on peut voir que Berkshire Hathaway a été multiplié par 100 en 19 ans seulement, et on voit que cette entreprise n'a pas seulement été multipliée par 100, mais au final a été multipliée par 18 000, donc c'est-à-dire la capitalisation boursière de l'entreprise a été multipliée par 18 000 au final. On voit que Altria Group a été multiplié par 100 au bout de 24 ans, que Walmart a été multiplié par 100 au bout de 12 ans, un peu plus de 12 ans, et que Southwest Airlines a été multiplié par 100 en moins de 10 ans. D'accord? D'accord, donc ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'on a, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, des entreprises qui vont croître de manière exceptionnelle et de manière extrêmement durable dans le temps. D'accord? Et donc l'idée du livre, c'est de nous montrer un peu comment repérer éventuellement ces entreprises et quelles sont les caractéristiques communes de ces entreprises. Alors, le livre présente les caractéristiques des 100 baggers et c'est ça qui en fait vraiment un livre extrêmement intéressant. Il est inspiré du travail initial de Thomas Phelps, donc qui a écrit un premier livre qui s'intitulait 100 to 1 in the Stock Market, donc écrit en 1972, que je vous ai mis ici, qu'on trouve d'ailleurs sur Amazon mais à un prix relativement cher, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai l'intention de lire.
Donc au final, ce livre donc, de Chris Meyer, qui se focalise sur les 100 baggeurs, se retrouve dans la lignée des Thomas Phelps, qui se focalisait également sur les 100 baggeurs, et se retrouve bien entendu dans la lignée d'un Peter Lynch, qui lui se focalisait sur des 10 baggeurs. Alors l'étude porte uniquement sur le marché action américain entre 1962 et 2014, et surtout elle ne tient pas compte des 100 baggeurs hasardeux, c'est-à-dire des minières, des pétrolières et des biotech. Pourquoi? Parce que la réussite en bourse de ces entreprises est dépendante d'une découverte hasardeuse. C'est valable pour une mine, c'est valable pour une société d'exploration pétrolière et c'est valable pour une biotech. Alors l'étude porte en réalité sur 365 titres devenus des 100 baggeurs ou plus au cours des 52 années de l'étude de Chris Meyer. Donc il répertorie 187 100 baggeurs entre 1966 et 1982 et 178 100 baggeurs ou plus entre 1982 et 2014. Alors l'auteur insiste sur deux points importants. Le premier, c'est que son étude repose sur un biais de recul, c'est-à-dire qu'il effectue une analyse a posteriori et que bien entendu a posteriori il est toujours plus facile de dénicher les multibaggeurs et en particulier les 100 baggeurs. Et deuxième point, son étude repose sur un biais de survie, c'est-à-dire qu'il analyse uniquement les entreprises qui ont survécu, donc les survivants. D'accord? Ce qui, bien entendu, laisse de côté toutes les entreprises qui auraient pu devenir des 100 baggeurs et qui ne le sont jamais devenues. Malgré ces deux biais, l'étude me semble pour autant très intéressante en termes d'identification des caractéristiques communes de ces 100 baggeurs. Par ailleurs, elle est pertinente pour dénicher des valeurs de croissance dans une optique de long terme, comme nous allons le voir tout de suite. Alors, dans ce livre qui est extrêmement facile à lire, l'auteur nous présente le concept du portefeuille boîte à café, que je vais vous expliquer très rapidement. Il nous présente également les caractéristiques communes des 100 baggeurs, qui est un élément extrêmement intéressant pour un investisseur de long terme. Il nous donne quelques exemples, nous présente également d'autres caractéristiques de nombreux 100 baggeurs, et je vais en parler dans cette vidéo, et il nous montre que certains gérants de hedge funds ont des portefeuilles relativement concentrés. Enfin, il nous explique que faire en cas de crack. D'accord? Donc c'est ce que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo, en commençant par le concept du portefeuille boîte à café. Alors, le portefeuille boîte à café, en fait, est une idée développée par Robert Kirby, qui a publié un article dans The Journal of Portfolio Management en 1984. Et donc, ce concept renvoie en fait à la conquête de l'Ouest lorsque les choses les plus précieuses étaient conservées dans des boîtes à café. Alors ce qui se passait, c'était qu'à l'époque, les gens mettaient les choses les plus précieuses qu'ils avaient dans des boîtes à café. Alors il pouvait s'agir d'or, il pouvait s'agir de bijoux ou d'argent. Et puis l'idée ensuite, c'était de cacher cette boîte à café, soit sous son lit, soit à un endroit dans la maison. Donc l'idée développée par Robert Kirby et reprise par Chris Meyer, c'est de se constituer un portefeuille de valeurs de croissance, donc des fast growers, pour reprendre l'expression de Peter Lynch, et puis de ne vendre aucun titre pendant 10 ans ou plus. D'accord? Donc l'idée c'est de se constituer une sorte de boîte à café remplie de titres, c'est-à-dire de valeurs de croissance, et ne plus y toucher pendant 10 ans ou plus. D'accord? L'idée étant de potentiellement, dans cette boîte à café, retrouver 10 ans après des multi-baggeurs et potentiellement un 100 baggeurs. Alors, Meyer explique pourquoi et reprend l'idée de Kirby. Pourquoi? Parce qu'en fait, de nombreuses valeurs de croissance connaissent des chutes de 40%, 60%, 80% ou plus plusieurs fois au cours de leur ascension vers les sommets. Et donc, le plus grand danger pour l'investisseur, c'est de vendre ces titres alors que les états financiers continuent d'être bons. D'accord? Et donc l'idée, c'est qu'en mettant ces titres dans une sorte de boîte à café et d'oublier cette boîte à café, l'idée, c'est de ne pas prendre le risque de vendre ces titres lorsque ceux-ci subissent de fortes chutes. Alors au final, on a un exemple qui est donné par Chris Meyer et qui est extrêmement parlant. C'est Warren Buffett qui, dans sa lettre aux actionnaires en 1995, expliquait en fait avoir fait l'acquisition de Disney dans les années 60 et avoir revendu ses actions au cours des années 66 et 67, d'accord, avec un bénéfice à l'époque de 50%. Alors même qu'en fait il aurait pu remporter 300 fois la mise initiale s'il avait conservé ses actions Disney à l'époque. Donc le manque à gagner pour lui, d'accord, est de 45 milliards de dollars.
Donc pour résumer, l'idée de Kirby, qui est reprise par Chris Mayer, c'est de se constituer un portefeuille de valeurs de croissance. Alors ça peut être fait sur un CTO par exemple, et puis de remplir ce portefeuille de valeurs de croissance, alors après une analyse approfondie, hein, et puis ensuite de laisser ces titres mûrir pendant 10 ans ou plus, afin de récupérer potentiellement des multibaggers, et pourquoi pas un jour un 100 bagger. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est regarder en détail les caractéristiques communes des 100 baggers présentés par Chris Mayer, en se rappelant que son étude porte sur les années 1962-2014. Alors, dans les caractéristiques communes des 100 baggers de Chris Mayer, on va retrouver un chiffre d'affaires médian de 170 millions de dollars et on va retrouver une capitalisation boursière médiane de 500 millions de dollars. Ce qui veut dire que ce sont en moyenne des entreprises qui sont entre des small et des mid cap, mais ce ne sont pas, vous le voyez, des large cap ou des méga cap. Alors pour ces entreprises, on va retrouver un price to sales médian égal à 3. Donc c'est un price to sales médian qui n'est pas peu cher, mais qui n'est pas pour autant trop cher, en gardant à l'esprit que pour des entreprises très décotées de type value, on va retrouver généralement des price to sales inférieurs à 1. Et puis pour des entreprises extrêmement recherchées, potentiellement des large ou méga cap, on va retrouver des price to sales ratio égal à plus de 10, généralement égal à 15. Alors, au-delà de ces caractéristiques, les 100 baggers de l'étude de Mayer ont tout un potentiel d'expansion à l'international. C'est-à-dire qu'elles commencent par conquérir des marchés locaux, généralement leur pays domestique, et puis ensuite elles s'étendent au reste du monde. Alors, un point important sur lequel insiste Mayer dans son livre, c'est que ces entreprises, pour devenir des multi-baggers et potentiellement des 100 baggers, doivent bénéficier d'un double moteur. Le premier moteur, c'est la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net. D'accord ? Donc une entreprise, une start-up va commencer par faire croître son chiffre d'affaires. Généralement au début, elle a un résultat net négatif et puis le chiffre d'affaires va commencer à croître. D'accord ? Ça, c'est le premier moteur. Alors, c'est un premier moteur sans occulter que le point le plus important, c'est le free cash flow in fine. Et ça vient généralement plus tard. Le deuxième moteur, c'est la croissance des multiples. D'accord ? Et là, Mayer insiste énormément sur les multiples, c'est-à-dire que le PER ou le price to sales ou le PEG ratio vont être des éléments extrêmement importants dans la sélection de ces actions. C'est-à-dire que non seulement on doit observer une entreprise avec une croissance régulière du chiffre d'affaires puis du résultat net, mais aussi et surtout on doit observer des multiples qui sont relativement abordables. C'est-à-dire qu'on va préférer investir dans des entreprises avec par exemple un PER de 17, 18, 19 ou 20 et non dans des entreprises avec des PER de 200, 300, 400. Alors quand Mayer parle de PER, généralement il parle de forward PE. Il faut bien faire la distinction entre le trailing PE et le forward PE. Le trailing PE prend en compte les chiffres de l'année passée ou de l'année en cours. Le forward PE prend en compte les chiffres de l'année à venir. D'accord ? Et donc prend en compte les résultats futurs. Alors, c'est la même chose sur le price to sales ratio, c'est-à-dire qu'on va préférer des entreprises avec un price to sales ratio de 2, 3 ou 4 plutôt que des entreprises avec un price to sales ratio de 15, 16, 17, 20 ou plus. Et puis on va préférer des entreprises avec un PEG ratio éventuellement inférieur à 1, potentiellement proche de 1, et non des entreprises avec un PEG ratio supérieur à 3, à 4 ou à 5. L'idée étant que une entreprise devient un multi-bagger et potentiellement un 100 bagger à condition d'avoir deux éléments, une croissance du chiffre d'affaires puis des résultats nets et également une croissance de ses multiples de valorisation. Alors, je vais vous présenter ici quelques exemples extraits du livre. On va commencer par Monster Beverage, donc qui est coté aux États-Unis. Et donc, on va regarder un peu ce qui se passe au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Et puis, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau de l'action ensuite. Alors, je reprends les idées de Chris Mayer. La première idée, c'est qu'on doit observer une croissance du chiffre d'affaires et donc par conséquent du résultat d'exploitation. On a ici le résultat d'exploitation de Monster Beverage. On voit que celui-ci passe de 5 à 9 à 33 à 103 à 158. Vous voyez, donc on a une très très forte croissance du résultat d'exploitation. C'est la même chose pour le chiffre d'affaires.
On doit ensuite observer une croissance du résultat net, et c'est ce qu'on voit ici, puisque Monster Beverage passe d'un résultat net de 3 à 5 à 20 à 62 à 97. Donc on voit qu'en 5 ans, on a une multiplication par 33 du résultat net. Et puis on doit observer d'autres éléments comme la croissance du bénéfice par action. C'est ce qu'on voit ici. Alors généralement, le bénéfice par action évolue au même rythme que le résultat net. Bien entendu, si l'entreprise émet des actions dans l'intervalle, ce BPA peut ne pas évoluer aussi vite que le résultat net. On voit ici que le bénéfice par action de Monster Beverage évolue extrêmement rapidement également, puisqu'on passe de 4 centimes à 7 centimes, à 22 centimes, à 65 centimes, à 99 centimes par action. Idéalement, on doit également observer une croissance rapide des capitaux propres. Donc c'est ce qu'on a ici, Shareholder Equity, donc qui passe de 28 à 35, puis 58, 125, 225. D'accord ? Donc on a quasiment une multiplication par 10 des capitaux propres en 5 ans sur Monster Beverage. Et puis on doit observer un ROE, donc un Return on Equity, supérieur à 20%. D'accord ? Donc ça c'est valide pour les entreprises américaines, on sera un peu moins gourmand sur les entreprises françaises ou européennes. Et on voit en fait ici que le ROE de Monster Beverage en 2002 n'est que de 10%, puis on passe à quasiment 17%, et puis on franchit ce seuil des 20% en 2004, puisqu'on passe à 34%. Vous voyez, 34%, 50%, 43%. Alors bien entendu, au vu de la croissance fulgurante de Monster Beverage entre 2002 et 2006, on peut se demander s'il aurait été intéressant d'investir dans Monster Beverage à partir de 2006. Alors, on va regarder un autre tableau qui nous montre ici le Forward PE, donc je n'ai pas précisé, mais c'est un Forward PE, donc le Forward PE de Monster Beverage entre 2005 et 2014. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce Forward PE, vous voyez, il est généralement proche de 30, 28, 30, 29, 30, et puis en 2009, on a la crise financière de 2008-2009, le Forward PE descend à 17, d'accord, et puis remonte ensuite à 23, 30, 28, 35, 39. Donc ça c'est un point important qui est mis en avant par Mayer, c'est-à-dire que si on achète une entreprise avec un forward PE de 39 par exemple, on ne bénéficie pas du deuxième moteur de croissance en vue d'obtenir un multibagger. L'idée selon Mayer, c'est qu'il est important d'acquérir ce genre d'entreprise à forte croissance lorsque le forward PE est relativement faible historiquement. Et c'est ce qu'on observe en 2009, c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Alors un deuxième point important, c'est qu'à partir de ce forward PE et du pourcentage de croissance attendu qui est ici, on peut calculer un PEG ratio. D'accord ? Je fais 28 divisé par 218 et j'obtiens le PEG ratio. D'accord ? Alors si je regarde le PEG ratio ici, vous voyez, si je fais par exemple 30 divisé par 60, j'obtiens un PEG ratio de 0,5. C'est-à-dire que l'entreprise, au niveau du PEG ratio, est intéressante. Si je fais ici 30 divisé par moins 27, c'est incalculable, je n'ai pas de PEG ratio, je ne peux pas le calculer. Si je fais ici en 2019 17 divisé par 99%, ici donc 17 divisé par 99, j'obtiens un PEG ratio de 0,17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2009, le forward PE avait été divisé par 2 et le taux de croissance attendu était extrêmement important, ce qui nous donnait un PEG ratio historiquement faible à 0,17. Ce qui veut dire que 2009 était potentiellement une année extrêmement intéressante pour pouvoir faire l'acquisition de Monster Beverage. On voit qu'ensuite le forward PE se reprend et remonte pour atteindre 39. Et ça, c'est vraiment le deuxième moteur dont parle Mayer dans son livre. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau du cours de bourse. On est en 2009, on a un forward PE de 17 et on a une croissance attendue extrêmement importante, ce qui nous donne un PEG ratio de 0,17. On achète l'action ici au niveau des $6 et ce qu'on voit derrière, c'est que l'action est multipliée par près de 14. Puisque au moment où j'ai pris la photo, donc c'était le 17 août, au moment où j'avais pris cette photo, on voit que le cours était à 83 $. D'accord, ce qui veut dire qu'ici on a quasiment un 14 bagger, alors même que, on l'a vu, les chiffres semblaient nous montrer que la croissance avait été extrêmement importante pour Monster Beverage et donc que le cycle de croissance était terminé. Le cours avait d'ailleurs fortement chuté, alors même qu'en fait la croissance qui allait suivre allait être extrêmement importante. D'accord, donc ça c'est un premier exemple qui nous montre deux choses. La première, c'est qu'une fois qu'on a repéré des entreprises avec des croissances extrêmement importantes au fur et à mesure des années, et également avec des multiples qui
qui diminue fortement d'une année sur l'autre, donc là c'était le cas en 2009, on peut éventuellement bénéficier des deux moteurs de la croissance d'une entreprise, à savoir la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net, ainsi que le deuxième moteur, c'est-à-dire la croissance des multiples de valorisation. Alors, on va prendre un deuxième exemple. Le deuxième exemple, tout le monde le connaît, c'est Amazon. Donc on va regarder exactement les critères que regarde Mayer et qui sont des critères communs à tous les 100 baggeurs de son historique. Donc le premier, c'est la croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation. On le voit ici, 21, 30, 40, 59, 74. Ensuite, c'est la croissance du résultat net 596, 2371, donc là on est en milliards, donc résultat net ici, donc 596 millions de dollars, 2 milliards 3 milliards, 10 milliards, 11 milliards 5, ok, très bien. Croissance du bénéfice par action, donc 1,25 $ par action, puis 4,90 $ par action, puis 6 $, puis 20 $, puis 23 $ par action. Ensuite on regarde la croissance des capitaux propres, c'est magnifique, 13 milliards, 19 milliards, 27 milliards, 43 milliards, 62 milliards. Et puis on regarde le ROE, donc le rendement sur capitaux propres, le Return on Equity en anglais, et on regarde que celui-ci soit bien supérieur à 20%. Donc comme pour Monster Beverage, on voit qu'en 2015-2016, celui-ci est en croissance, mais inférieur à 20%. On note quand même que la trajectoire est plutôt bonne, puisqu'on passe de 4 à 14, même si là ça baisse un peu, et puis on passe à 28. D'accord? Et donc on a effectivement un rendement sur capitaux propres supérieur à 20%. D'accord, donc on a toutes les caractéristiques d'un multi-bagger. Alors, j'ai fait la même chose avec Hermès, donc ça ce sont mes chiffres personnels que j'ai récupérés sur Morningstar. Donc on regarde les mêmes éléments que regarde Mayer, croissance du chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, on passe de 3 à 4,7 en 5 ans, c'est très bien. Ensuite, on regarde la croissance du résultat net, on passe de 972 millions d'euros à 1,5 milliard, c'est magnifique. On regarde la croissance du bénéfice par action, on passe de 9 € par action, donc un bénéfice de 9 € par action à 14 € par action, avec une croissance extrêmement régulière dans le temps, c'est magnifique. On regarde la croissance des capitaux propres, et on voit que ceci passe de 3,7 milliards à 6,5 milliards, c'est magnifique. Et puis on regarde enfin le Return on Equity, ou le rendement sur capitaux propres, et on voit que pour Hermès, celui-ci est constamment supérieur à 20%, d'accord, puisqu'on est en moyenne aux alentours de 25-26%. D'accord, donc on a toutes les caractéristiques d'un potentiel multi-bagger. Alors, les autres caractéristiques de nombreux 100 baggers sont les suivantes, d'après Mayer. La première, c'est une croissance annuelle du chiffre d'affaires supérieure à 10% en moyenne, ce qui est favorable aux multiples de valorisation. Le deuxième, c'est un ROE élevé, donc supérieur à 20%, notamment pour les entreprises américaines, et consistant au cours du temps, c'est-à-dire lorsqu'on regarde les données au cours au moins au cours de 4 des 5 dernières années. Un ROIC élevé supérieur à 15% si possible, donc là également pour les entreprises américaines, c'est un peu moins pour des entreprises européennes. Donc pour rappel, le ROIC se calcule de la manière suivante, c'est l'EBT, donc Earnings Before Taxes, divisé par les capitaux propres, plus les dettes de l'entreprise. On regarde également, on doit observer également des bénéfices prévisibles, c'est-à-dire qui ne sont pas cycliques, même si l'entreprise peut elle-même se trouver dans un secteur cyclique, mais ce qu'on veut voir, c'est des bénéfices prévisibles au cours du temps, avec un résultat net positif pendant les récessions, ce qui veut dire en fait que l'entreprise est encore capable de générer du profit, des bénéfices, même pendant les crises économiques. Et puis, on veut voir un avantage compétitif durable caractérisé par une marge nette élevée ou éventuellement un effet réseau. Donc ça, c'était la force d'Amazon. L'effet réseau, tout simplement, c'est quoi? C'est le fait de bénéficier en fait d'un effet de taille. Par exemple, si je veux commander des choses, je préfère aller sur Amazon parce que je sais qu'il va y avoir une offre extrêmement importante et je vais éviter d'aller sur des petits sites de vente en ligne parce que je ne trouverai pas forcément toutes les choses que je recherche. Alors, on va regarder également un point extrêmement important, c'est la présence d'un opérateur propriétaire ou éventuellement d'entreprise familiale. Alors, parmi les opérateurs propriétaires, on va retrouver des exemples comme Jeff Bezos pour Amazon, qui possédait à l'époque de la publication du livre 18% du capital de l'entreprise. Ça va être Bill Gates pour Microsoft par exemple, ça va être Warren Buffett pour Berkshire Hathaway, ça va être Steve Jobs à l'époque pour Apple, ça va être Sam Walton pour Walmart,
Et ça va être des gens comme Howard Schultz pour Starbucks et Bernard Arnault pour LVMH. C'est-à-dire que pour toutes ces entreprises, on a un opérateur à la tête de celle-ci qui est également propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire qui est un des actionnaires majeurs de l'entreprise. Et bien entendu, lorsque vous avez, ou en tout cas lorsque ces gens ont un capital extrêmement important investi dans leur propre entreprise, ils ont tout intérêt à ce que cette entreprise fonctionne, ou en tout cas continue de se développer. Dernier point important, le cash flow libre, qui est in fine ce qui détermine la valeur de l'entreprise, notamment lorsqu'on valorise une entreprise au travers d'un DCF. Alors, on termine ici avec quelques caractéristiques supplémentaires. La première, c'est l'avantage compétitif durable dont j'ai parlé, ce que Warren Buffett appelle le moat, ce que Phelps appelait the gate, mais c'est la même chose. Donc, dans les avantages compétitifs durables, on va retrouver généralement les éléments suivants. Il peut s'agir d'une marque forte, par exemple Coca-Cola. Il peut s'agir d'un changement contraignant, donc c'était le cas par exemple pour les banques dans les années 2000, c'est-à-dire qu'il était extrêmement contraignant de changer de banque, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Ça peut être l'effet réseau, donc c'est le cas d'Amazon ou de YouTube, c'est-à-dire que l'effet réseau, c'est-à-dire qu'en fait toute la demande se trouve sur un site en particulier. Où toute l'offre se trouve sur un site en particulier. Alors si je prends par exemple le cas de YouTube, ça veut tout simplement dire que j'aurai peu d'intérêt à faire mes vidéos sur une autre plateforme que celle de YouTube. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas forcément beaucoup d'audience en face qui pourrait être intéressée par mes vidéos, alors que mon public se trouve essentiellement sur YouTube. Alors il peut également s'agir d'un leader du low cost, c'est par exemple le cas de Ryanair. Et il peut également s'agir d'entreprises ayant une taille dominante, on pense par exemple à Intel et AMD. Alors, parmi les autres caractéristiques, on va retrouver une marge brute élevée, j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Les marges brutes élevées caractérisent généralement les entreprises ayant un avantage compétitif durable. Donc ça c'est a priori, il faut toujours vérifier la marge nette pour voir si cet avantage compétitif durable a priori est confirmé au niveau de la marge nette. Généralement, ces entreprises ont un business model simple à comprendre, et ça c'est également ce sur quoi se focalise Warren Buffett. Ce sont des entreprises qui sont asset light de préférence, c'est-à-dire qui sont peu capitalistiques, qui demandent peu de capitaux pour se développer. Et alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça permet d'avoir des marges supérieures, d'accord? Quand vous êtes une entreprise fortement capitalistique, vos marges au final sont relativement faibles. Quand vous êtes une entreprise peu capitalistique, potentiellement, vos marges sont relativement élevées. Ce sont des entreprises, comme on l'a vu, avec à leur tête des opérateurs propriétaires. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que l'intérêt de l'actionnaire est aligné avec l'intérêt du propriétaire. Les rendements futurs de l'actionnaire sont liés aux rendements futurs du propriétaire. Autre caractéristique de nombreux sans bagueur, les rachats d'actions. Alors c'est intéressant notamment en cas de trésorerie importante et si le prix de l'action est inférieur à la valeur intrinsèque de celle-ci. Si bien entendu l'entreprise rachète ses propres actions à un prix supérieur à la valeur intrinsèque de celle-ci, l'entreprise est en train de détruire de la valeur. Enfin, Mayer insiste sur un point très important, c'est que le temps joue en notre faveur. D'accord? D'où l'idée de ne pas vendre pendant 10 ans ou plus. Alors, je vous ai mis ici le schéma d'une entreprise qui est dirigée par un opérateur propriétaire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que premièrement, il a sa fortune personnelle qui est en jeu, d'accord, puisqu'il est fortement investi dans l'entreprise. C'est ce qu'on a vu avec Bezos, qui à l'époque de la publication du livre était investi à hauteur de 18% dans Amazon. Il a un horizon d'investissement de long terme et généralement il a une vision à très long terme, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas aux résultats trimestriels, mais il a une vision à 5 ans, 10 ans ou plus. Il procède à des acquisitions opportunistes, donc notamment pendant les crises, et bien entendu il crée de la valeur pour les actionnaires. Alors, un autre point qui est abordé dans ce livre, c'est la concentration du portefeuille de certains gérants de hedge funds qui se focalisent uniquement sur quelques lignes. Alors je vous ai mis quelques exemples ici, on va retrouver Seth Klarman et Bill Ackman qui sont pressentis pour prendre la succession un jour de Warren Buffett à la tête de Berkshire Hathaway, on va retrouver Kyle Bass, Monish Pabrai, Bruce Berkowitz et Prem Watsa. Alors
ce que tous ces investisseurs ont en commun, c'est qu'en fait, ils ont des portefeuilles avec peu de lignes, hein, on peut le voir. Certains ont un peu plus de 10 lignes, mais certains, vous voyez, ont 6 lignes, 7 lignes, 7 lignes, 8 lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des portefeuilles extrêmement concentrés. Alors, on apprend généralement qu'en fait, avoir un portefeuille concentré, c'est augmenter sa prise de risque. Alors bien entendu, si vous êtes un bon stock picker, comme le sont ces investisseurs, avoir un portefeuille concentré vous permet éventuellement d'avoir des rendements qui battent les rendements du marché. D'accord? Bien entendu, ça a un prix, c'est-à-dire que vous prenez un risque supplémentaire en cas d'erreur dans votre stock picking. Alors, comme on peut le voir, Seth Klarman a 14% du portefeuille dans sa première ligne. Alors ça me semble tout à fait correct. On voit que d'autres investisseurs sont beaucoup plus investis dans leur première ligne. On voit par exemple que Kyle Bass est investi à hauteur de 46% dans sa première ligne, ce qui me paraît totalement énorme. Pourquoi? Parce que si jamais il se trompe, ça veut dire que ses rendements vont être extrêmement impactés à l'avenir. D'accord? Et que potentiellement, il peut perdre beaucoup d'argent en cas d'erreur. On voit que Bill Ackman, en tout cas au moment de la publication du livre, c'est plus le cas aujourd'hui puisque je suis allé vérifier, avec 40% de son portefeuille dans sa première ligne, Monish Pabra est 24% du portefeuille dans sa première ligne, Bruce Berkowitz 22% et Prem Watsa 35%. D'accord? Ça veut dire que ces gérants de hedge funds ont des portefeuilles extrêmement concentrés. Alors ça veut dire quoi pour un investisseur dans des valeurs de croissance qui aurait l'idée de monter un portefeuille de type boîte à café? Ça veut dire que potentiellement un portefeuille boîte à café avec 10 ou 12 lignes par exemple, avec quelques valeurs concentrées, 5-6 valeurs concentrées, ça pourrait faire sens à très long terme, d'accord? Alors pas forcément en tant que portefeuille principal, mais peut-être en tant que portefeuille secondaire, et c'est un peu ce que j'ai l'intention de faire à titre personnel sur mon CTO, c'est-à-dire construire un CTO investi dans des valeurs de croissance que je compte garder pendant 10 ans ou plus. Mais j'aurai bien entendu l'occasion d'en reparler ultérieurement. Alors le dernier point abordé par Chris Mayer dans son livre, c'est que faire en cas de krach boursier. Alors la première chose à faire selon lui, c'est de continuer d'acheter des multibaggers à prix discount et de ne pas se laisser distraire par la volatilité du marché. Le deuxième point, c'est de ne pas se préoccuper des banques centrales, d'accord? Pourquoi? Parce que leurs interventions ont un impact sur l'économie à court terme, mais n'ont pas forcément d'impact sur ces entreprises à très long terme. Le troisième point, c'est de ne pas se préoccuper des médias. Pourquoi? Parce que les médias, généralement, ont un temps de retard sur le marché. Et par ailleurs, Chris Mayer nous fait remarquer qu'un comeback a toujours lieu après un krach. Ça a été le cas en 1932, en 1937, en 1962, 74-75, 80-82, après le krach de 87, après la crise économique de 2001-2003, et puis après la crise financière de 2008-2009, on l'a vu, ça a été la même chose au mois de mars et ce sera la même chose à l'avenir. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur des cracks, c'est souvent des opportunités d'accumuler des potentiels multibaggers. Alors, Mayer nous donne un autre exemple, celui de John Maynard Keynes, qui est plus connu pour son rôle d'économiste et un peu moins connu pour sa qualité d'investisseur. Alors, ce que peu de gens savent, c'est que Keynes, en plus d'être un économiste célèbre, était également le gérant d'un fonds, donc de l'université de Cambridge. Et quand on regarde le rendement du fonds qu'il dirigeait par rapport au rendement du marché action britannique entre 1927 et 1946, on voit que son fonds a obtenu un rendement de 12% par an au cours de cette période, alors même que cette période a été caractérisée par la Grande Dépression et par la Seconde Guerre mondiale, alors même que le marché britannique a perdu 15% sur cette période. Alors, quelques points sur Keynes ici. Keynes était un grand investisseur. Sa fortune personnelle, et il faut bien souligner qu'il n'avait jamais hérité, était estimée à 30 millions de dollars à sa mort, ce qui est énorme. Keynes a progressivement délaissé le trading, puisque c'était un fan de trading au départ, pour l'investissement de long terme. Et Keynes avait un portefeuille concentré dans quelques titres uniquement, ce qui le rapproche en fait des investisseurs dont j'ai parlé juste avant. Enfin, Warren Buffett admet d'ailleurs avoir été inspiré par Keynes dans son approche, et donc Keynes peut éventuellement être une source d'intérêt pour celui qui s'intéresse à l'investissement de long terme, et notamment à l'investissement dans des valeurs de croissance.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous ai mis ici quelques multibaggers et surtout quelques 100 baggers de la liste de Chris Mayer. Donc on retrouve des entreprises comme Walmart, Netflix qui est maintenant un 100 bagger, Apple, Amazon, Monster Beverage, Cisco, Electronic Arts, on va retrouver Nike, Waste Management, que peu de gens connaissent mais qui est également un 100 bagger. On va retrouver Qualcomm, Microsoft, FedEx, Hasbro, etc. etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.